Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Après avoir discuté la semaine dernière de deux équipes avec des ambitions plutôt hautes, Clippers et Bucks, place à deux équipes aux ambitions beaucoup plus modestes. Cette semaine, nous allons parler des Pistons de Détroit et des Spurs de San Antonio, deux des pires bilans de la ligue, deux équipes sur des séries de défaites monumentales à l'heure actuelle. Pour ce faire, j'ai d'abord avec moi Constant. Comment ça va, Constant ? Oh, ça peut aller mieux. Voilà, on est en pleine phase de questionnement, on va dire, sur le supporterisme dans certains clubs. Mais non, mais sinon, je vois que quand ça parle des contenders, je ne suis pas invité. Par contre, quand faut parler du fond de la cuvette, je suis invité. Alors là, il y a du monde. Non, mais je plaisante, hein, bien sûr. Même en disant le fond de la cuvette, mais c'est intéressant, on va dire, parce qu'il y a finalement peut-être plus de choses à dire sur les équipes qui sont tout en bas que sur les équipes qui sont tout en haut. C'est vrai. Par contre, il faut mettre un casque quand on regarde ces équipes en question, mais il y a peut-être plus de choses à dire. Gabin, j'allais faire une intro sur les Raptors et je suis allé voir le bilan. J'avoue que j'ai esquissé un petit rire 8-8. Comment ça va, Gabin, du coup? Moyen. L'équipe la plus mid de la ligue, c'est l'objectif, je pense. On va Non, faire mais... comme l'année dernière, l'équilibre parfait. Non mais alors c'est hors sujet, excusez-moi, mais je suis allé chercher le point par possession des Raptors en isolation, Non, c'est pas... 0,64. C'est-à-dire qu'une isolation des Raptors rapporte 0,64 points par possession. C'est-à-dire à quel point cette équipe ne sait pas faire une possession, enfin une isolation, excusez-moi, sur les points par possession en isolation. C'est-à-dire qu'ils savent pas faire une ISO du côté de Toronto. Mais je pense compliqué. que je vais aller supporter les Mavs de Kyrie Irving et Luka Doncic ou autre chose. Non, les Sinon, j'en peux Pacers. plus. Les Pacers. Les Pacers, c'est vrai ça. Le Magic, encore mieux. Mais le Magic, on en reparlera, mais c'est notre équipe, la même construction, mais en mieux. C'est fantastique. Ça, c'est une équipe qui sait reconstruire. Contrairement à Détroit et San Antonio, Oh, qui est le sujet de notre vidéo. C'est beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, alors, on a beaucoup discuté avant le début de cet enregistrement. C'est un samedi soir, il est tard. On va parler d'équipes qui sont horribles à regarder, donc, et il y a un peu de compassion avec nous. Avant du coup d'enchaîner sur Détroit et les Spurs, on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et également de nous suivre sur X, Twitter, même si on est de moins en moins actifs, vous l'aurez remarqué. Et Lyon, on ne payera pas Twitter Blue. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve pour entamer avec Détroit. Ça sera la grosse page de ce podcast. On va beaucoup parler des Pistons. On s'envole du côté de Détroit. 13 défaites de suite, 2 petits succès pour 14 défaites. C'est le bilan peu fameux des Pistons sur ce début de saison. Il y a des blessures, certes, mais Gabin, je vais commencer avec toi. On était sur une équipe qui, cette saison, devait marquer une progression. Il y avait eu Monty Williams, on est dans la 3e saison du franchise player Kate Cunningham. Les jeunes devaient un petit peu progresser. On est face à une équipe qui a montré des petites choses sur les 3 premiers matchs et depuis, morne pleine. Qu'est-ce qu'on dit du début de saison des Pistons? Est-ce que le qualifier de catastrophique, c'est le bon mot, Gabin? Mais je pense qu'on peut les qualifier de catastrophiques et aussi d'hyper décevants. Mais au final, même si c'est très décevant, est-ce que on n'a pas été biaisé par les noms sur le papier au début de saison? Parce que finalement, c'était peut-être un peu attendu ce bilan-là, vu les blessures et l'effectif, on va en parler. Donc ouais, c'est catastrophique et décevant en fait, ça tourne pas. Et j'ai lu des articles, on est déjà à se demander s'il faut pas chercher des solutions d'urgence tout de suite à Détroit, si le front office a pas les sièges qui chauffent. Je pense qu'on n'en est pas là, mais il y a énormément de choses à dire sur l'équipe parce que ça marche pas du tout. On va continuer avec toi, Constant, mais ça marche pas du tout et on a l'impression que c'est un échec global. C'est un échec de construction d'effectifs. On va y revenir, c'est un échec de coaching, c'est un échec individuel des joueurs parce que je vais peut-être passer pour le méchant dans cette séquence, je préviens, mais moi je veux pas qu'on dédouane complètement les joueurs quand ça ne marche pas. Donc on a vraiment l'impression que ce début de saison, c'est un échec collectif à tous les étages pour cette franchise. Oui, je pense que c'est la bonne formulation, c'est que pour moi, il n'y a pas un fautif, il y a des fautifs. Et alors, il y a à des degrés différents, bien sûr. Il y a des gens qui sont plus ou moins fautifs. Et peut-être que le plus fautif de tous se situe tout en haut de l'échelle des personnes dont on va parler durant le podcast. Mais oui, c'est décevant parce qu'il y a quand même
pas mal d'attentes concernant ces Pistons durant l'été. Il y avait l'arrivée de Monty Williams, qui était un facteur d'optimisme au sein de la fanbase. Il allait avoir le retour de Kate Cunningham après l'absence quasiment toute l'année qu'il a eu l'an passé. Il y avait l'ajout de vétérans comme potentiellement Monte Morris qui pouvaient venir un petit peu canasser ou en tout cas professionnaliser, j'ai envie de dire, cette équipe. Il y avait la draft d'Ozar Thompson qui amenait un petit peu de positif. Il y avait la deuxième année de Jalen Duren où tu te disais il avait montré de bonnes choses sur sa saison rookie, ça se développe. Tout n'est pas à jeter, mais effectivement, ce début de saison, que ce soit le bilan collectif ou ce qui est proposé sur le parquet, c'est très décevant. Et je pense que les torts sont partagés entre plein de facteurs. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant, c'est que tu es sur un mal qui est extrêmement profond du côté de Détroit et que tu ne peux pas pointer sur un truc. C'est pas un bouton, un maillon que tu peux faire sauter. Il y a beaucoup de choses à régler. Eh bien, commençons peut-être sur les joueurs, les gars, avant de monter petit à petit les échelons, parce qu'on va essayer à la fin de cette séquence des trois, peut-être faire un bilan de cette équipe, parce que tu l'as dit avant qu'on enregistre, pas Gabin, Constant, pardon. On a fait, il y a 2 ou 3 ans de ça, on a fait un premier bilan des reconstructions. On avait mis face à face les Rockets, le Magic, le Thunder et les Pistons. Vous remarquerez que les 3 autres équipes dont on parle, cette année, jouent alors à des degrés divers, mais sont sérieuses. On a le Thunder qui est très haut dans la ligue, on a le Magic qui est aussi très haut à l'Est, et on a les Rockets qui, on en a parlé, donc on vous invite à aller écouter l'épisode, qui se sont rachetés une conduite, on va le dire comme ça. Les Pistons ont le pire bilan de toutes ces équipes depuis qu'on a fait cet épisode. En l'occurrence, les Pistons sortent d'une saison catastrophique et interrogeons-nous au terrain. Ça commence peut-être par des joueurs qui déçoivent. Alors, peut-être que le chapitre Jade Cunningham, je suis en train d'inventer un joueur. Kate Cunningham, on va pas l'ouvrir maintenant, mais peut-être, Gabin, je vais te lancer avant d'aller dans le plus difficile, sur les points positifs. Est-ce que tu as pu noter, parce que ça va être une séquence globalement négative, est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais mettre en avant et peut-être qu'on va parler d'un des jumeaux Thompson? Alors, il y a 2 joueurs pour qui j'ai beaucoup de bien à dire. Et je pense qu'on sera à peu près d'accord sur les noms, même si je crois que Constant a... Le deuxième va faire débat. Mais le premier, Jalen Duren, alors il a peu joué vu que c'était que 9 matchs. Mais je pense que les Pistons ont trouvé le futur pivot sur le long terme. En attaque, c'est souvent le compagnon roller sur le pick and roll. Il est athlétique, il est vertical, il est assez fort pour finir, même après des contacts, il prend bien les rebonds. Franchement, j'ai aucun problème avec lui et c'est une source d'espoir. Donc c'est assez rassurant de se dire, ok, sur le poste 5, on a notre joueur. Maintenant, il a loupé beaucoup de matchs, donc faut en voir encore plus pour être persuadé de cela, mais j'ai beaucoup de bien à dire. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il est bon des 2 côtés du terrain. Donc ouais, Jalen Duren, bonne satisfaction. Et le deuxième joueur, c'est le joueur drafté Ozar Thompson, donc le deuxième frère Thompson, défenseur exceptionnel en fait sur périmètre, et c'est déjà un défenseur élite parce qu'il a la capacité à être hyper rapide. C'est-à-dire qu'il se laisse jamais avoir sur des premiers pas adverses, il peut rattraper les joueurs en face, il est athlétique, il saute haut, il peut contrer sans problème. Il y a déjà des compilations qui sortent de lui de contre, on se demande vraiment d'où il vient. Et en fait, là où des joueurs vont se faire avoir sur des premiers pas et des handles, lui, il va réussir à rattraper et directement contrer. Donc c'est hyper rassurant d'avoir sa présence défensive, et sur le long terme, bah, c'est pas mal d'avoir un joueur comme ça. Par contre, l'énorme problème, bah, c'est l'autre côté du terrain, en fait, l'offense. Il doit absolument travailler son shoot extérieur, parce que je vois plein de séquences où en fait il est abandonné à 3 points, et du coup il joue un peu avec des cuts, ou quand il a le ballon, en fait il drive directement au panier, mais ça le rend hyper prévisible. Et le problème, c'est que pour l'instant, si on le laisse sur le terrain, tu sais que les Pistons attaquent à 4 et qu'il y a un joueur que tu peux totalement laisser. Donc Ozar Thompson, je suis très satisfait, mais si tu règles pas tes problèmes, notamment au shoot, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il y a des problèmes aussi je trouve qu'il bafouille un peu avec son dribble. Et donc c'est pas... offensivement, j'ai beaucoup de problèmes. Mais voilà, ces 2 joueurs-là, à part ça, j'ai pas beaucoup de bien à dire de T3, malheureusement. Je vais te lancer là-dessus parce que c'est assez intéressant, Constant. En soi, ça illustre peut-être une partie du problème. C'est que je pense que Jalen Duren a un point positif, il y a des progrès. Alors, c'est un jeune pivot.
qui a peut-être pour lui l'avantage que il est dans une équipe où en fait il y a des joueurs globalement assez grands et on peut critiquer beaucoup de choses, mais il y avait une volonté du côté de Monty Williams. Il avait dit en conf de presse, alors c'est toujours les mots de conf de presse, mais quand il était arrivé, qu'il avait une volonté d'imprimer cette culture défensive, et je pense que c'est peut-être d'un côté du terrain, ils ont plus de facilité. Mais le fait d'avoir Ozar Thompson et de l'autre côté Jalen Duren qui sont dans les 2 points positifs, qui sont 2 joueurs où il y a déjà peut-être des questions de fit entre les deux, parce qu'il n'y a pas de capacité à jouer loin du panier. Ozar Thompson est sur des stats avancées de rebond qui sont exceptionnels, enfin il est sur des standards qui sont quasiment historique. Enfin, j'avais vu passer la stat pour un joueur de cette taille, ça fait 15 ans qu'on n'avait pas vu un tel rebondeur offensif, mais est-ce qu'on n'est pas déjà sur une partie du problème? Qu'on s'en sait que, bah oui, c'est 2 points positifs, mais il y a une question de viabilité pour les deux ensemble. Je sais pas si on est encore arrivé à ce point-là de la reconstruction de Détroit pour se poser des questions de fit, en fait. Je pense que tu es quand même dans une période d'évaluation individuelle. Je trouve que en fait, le truc, c'est que pour parler par exemple du cas Ozar Thompson, c'est que pour moi on est sur un excellent joueur, mais dont le principal défaut reste de son incapacité à mettre la balle dans le panier. Donc c'est quand même un peu embêtant dans une équipe de Détroit qui a globalement besoin de création de scoring et de création individuelle. Donc oui, Ozar Thompson, c'est un connecteur en attaque. C'est un excellent rebondeur défensif et offensif aussi. On est sur beaucoup de productivité en termes de rebonds, mais aussi beaucoup de rebonds qui sont contestés. Pas juste des rebonds qui sont laissés par son équipe pour pouvoir instaurer des contre-attaques, etc., etc. On est sur un joueur qui prend beaucoup de rebonds contestés, ce qui montre que on est sur des standards qui sont plutôt réservés à des intérieurs que réservés à des ailiers. Défensivement, il est très bon, mais il y a vraiment cette problématique du tir extérieur que l'on connaissait. Si on avait un peu suivi les jumeaux Thompson avant la draft, que ce soit lui comme son frère jumeau Amen, le tir extérieur était très compliqué. Ozar était peut-être même le plus positif des deux. Finalement, l'échantillon est assez faible, il est assez pauvre en termes de réussite, voire même très pauvre. Au lancer franc, il est à 69%, c'est assez peu rassurant. Finition près du cercle, comme l'a dit Gabin, il y a une problématique d'une part de spacing, deuxièmement de dribble. On est quand même sur un joueur qui a 57% de réussite près du cercle, alors que la plupart de ses tirs près du cercle sont relativement clean, on va dire, parce qu'il y a certaines séquences qui viennent d'un cut où il va pas tout le temps au cercle via son dribble, il va parfois au cercle via le jeu sans ballon, avoir aussi peu d'efficacité alors que tu as pas mal de tirs près du cercle via du jeu off-ball, ça m'inquiète un petit peu. Et effectivement, Jalen Duren qui est très intéressant, il a cette qualité que n'ont pas certains pivots qui ont été draftés haut dès les précédentes années, c'est que physiquement, c'est un joueur, un intérieur qui est prêt. Et dès le moment de sa draft, c'était un intérieur qui était prêt. Il était arrivé à 18 ans, il était extrêmement jeune, mais il a tellement un physique hors norme qu'il est prêt et il est capable de résister au jeu intérieur, au jeu physique de la NBA. Je trouve que défensivement, un point qui peut aussi le servir, Jalen Duren, c'est que les extérieurs de Détroit ne sont pas complètement à la ramasse défensivement. Il y a effectivement le cas Ozar Thompson, mais un joueur comme Killian Hayes qu'on peut beaucoup critiquer défensivement, au moins apporte des belles choses. Cunningham, je trouve que défensivement, il n'est pas à la rue complète. Jaden Ivey, c'est un autre débat. Je citerai un dernier point positif pour ce début de saison de Détroit, qui est un peu en train de se calmer en même temps que Monty Williams est en train de changer ses rotations. C'est Marcus Sasser, qui montrait quand même de belles choses et qui, lui, a apporté ce côté un peu faux follet qui pouvait manquer du côté de Détroit avec de la réussite extérieure, beaucoup de jeux, beaucoup de créations individuelles. Et là, petit à petit, il est en train de perdre sa place dans la rotation parce que Monty Williams réintègre des joueurs comme Jaden Ivey dans le starting five. Donc oui, c'est les 3 points positifs. Mais malgré sur ces 3 points positifs, c'est 2 joueurs qui ont été draftés cette année, un qui a été drafté l'an dernier, et j'ai l'impression que en fait tout le mal de Détroit revient sur des erreurs qui ont été faites avant ces 2 dernières années. Donc il faut corriger ces problématiques avant de pouvoir se repartir et de se dire la draft 2022-2023 ont été une réussite. Pour moi, il faut essayer de corriger les précédentes erreurs qui ont été commises par le front office avant. On va un peu ouvrir peut-être les gars le dossier du spacing, qui est le grand dossier du côté de Détroit, mais avant ça, c'est vrai que il y a un problème global de finition au cercle dans cette équipe qui limite m'amène à penser que là c'est clairement le fruit du spacing, parce que quand on regarde les stats, Cade est pas bon au cercle, mais Cade on va ouvrir le dossier bientôt. Ozar Thompson n'est pas bon au cercle.
Jalen Duren n'est pas très bon au cercle. Le seul, quand tu regardes les stats, qui s'en sort plutôt bien au cercle, c'est Jaden Ivey. Donc, je suis en droit de penser qu'il y a un truc vis-à-vis du spacing, parce que je peux pas croire que tous ces joueurs-là soient pas très bons au cercle. Je tourne assez du pot, peut-être. Parlons un peu de Cade Cunningham, les gars, parce qu'on a cité... on est obligé d'ouvrir un grand dossier Cade, parce que c'est un joueur dont on a... c'est un joueur qui me fascine personnellement, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Cade. Et alors, il faut savoir qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais je traîne un peu la réputation au sein de l'équipe d'Unkebdo d'être un hater de Cade Cunningham. C'est pas la question. C'est qu'en fait, moi, Cade, il y a un truc qui me fascine depuis que je le vois jouer en NBA, c'est qu'il y a, selon moi, il y a un peu deux camps vis-à-vis de ce joueur. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui l'ont étudié avant la draft, et qui ont beaucoup mis en avant le fait que c'était un prospect exceptionnel, borderline générationnel, et qui a vraiment éteint des mecs sur des mondiaux de jeunes, etc. Je suis pas dans ce groupe-là, parce que les plus fidèles de nos auditeurs l'auront entendu. On avait fait un podcast sur cette classe de draft-là avec Alan Guillou, qu'on salue, et Julien, qu'on salue aussi. Et moi, du coup, j'ai découvert Cade Cunningham en NBA, et je fais partie du second groupe, en fait, qui a beaucoup de questions sur ce joueur. Le premier pas de Cade Cunningham, la capacité à pas être bon, très bon au tir, le fait qu'en finition, il est pas vraiment en réussite. Et j'ai de plus en plus de mal à voir vers quel prototype de joueur dominant on s'achemine. Parce que pour ces Pistons-là, il faut que Cade Cunningham soit dominant. On va y revenir, tu parlais des erreurs, Constant. Peut-être une des erreurs, c'est le postulat de base de la construction de cette équipe, c'est-à-dire que Cade Cunningham doit être générationnel pour que cette équipe avance plus ou moins. Enfin, il n'y a pas vraiment de monde dans lequel, s'il n'est pas générationnel, si c'est pas un quasi-joueur héliocentré qui amène du spacing, cette équipe tourne. Donc, j'ai beaucoup de questions. Gabin, je vais te lancer là-dessus. T'en es où sur Cade Cunningham? Parce que c'est pas une saison anodine, c'est sa 3e en NBA. On dit souvent que la 3e a beaucoup d'importance. Bah, pour le coup, vu qu'il a souvent été blessé, on peut la considérer comme une 2e saison. Dans tous les cas, ça fait long. Après, la plus grosse erreur du front office, c'est de ne pas avoir sélectionné Scottie Barnes quand ils en avaient l'occasion finalement, parce qu'avec le premier choix, tu passes devant tout le monde. Blague à part, très honnêtement, je suis dans la même team que toi, Ben. J'ai pas suivi la draft de Cade Cunningham, j'ai découvert en NBA. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à voir en lui un joueur générationnel et le go-to guy de la franchise sur qui tu peux construire. Selon moi, les Pistons n'ont pas trouvé ce joueur et ça sera pas Cade Cunningham. J'ai un gros souci avec lui. Et le début de saison, je me suis dit, bon, il va enfin jouer. Là, il a joué les 16 matchs complets et je vois pas une montée énorme de niveau. Et pourtant, en fait, on pourrait se dire en regardant rapidement, bon, il a 22 points, il fait son scoring, c'est les autres le problème. Ouais, mais c'est le meneur qui joue le plus de toute la ligue, qui a un usage énorme quand il est sur le terrain, il a tout le temps le ballon, c'est lui qui gère le jeu, et il ne score finalement que 22 points sur énormément de tirs. C'est le joueur qui perd le plus de ballons, et c'est un joueur qui a une efficacité horrible. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de joueur qui prend des volumes énormes pour finalement avoir une efficacité très, très médiocre et qui aide pas forcément les autres joueurs sur le terrain. Et hier, par exemple, j'ai regardé donc le Pacers Pistons, mais tu le compares à Tyrese Haliburton, mais Tyrese est l'éclabousse de son talent. Ah. Mais sur le même match, mais du coup, j'ai été frappé de la différence entre les joueurs. Quand Tyrese fait des décalages, fait du handle, arrive à créer la différence, il fait des pull-ups de loin, il fait des passes de nulle part. Tu te dis, mais Cade Cunningham à côté, c'est quoi ses grosses qualités à lui? J'en vois pas tant que ça. Il a pas un premier pas si rapide que ça. Son shoot, je trouve pas exceptionnel. Il joue beaucoup trop sur... j'ai l'impression que c'est un joueur qui essaye de feinter la défense. Ça marchait peut-être en jeune, mais des fois, il est sur plein de possessions. Il loupe et il va faire ses mouvements de bras pour essayer de feinter à chaque fois. Genre, hop, peut-être que je vais shooter, peut-être pas. Mais c'est pas du tout... Moi, je vois pas une aura de superstar en devenir. Il a utilisé le mot en 4 lettres. Aura. Ça, c'est vraiment le non, mot à la mode dès qu'on parle d'Anthony Edwards sur Twitter. Aura. Mais lui, il a cette aura, voilà, faut le dire. Je vais te lancer, Constant, mais tu vois, c'est très intéressant ce que dit Gabin, parce que je pense que certains le jugeront un peu durement. Enfin, diront que tu as été dur, Gabin. J'ai l'impression que ce qui dessert Cade Cunningham, c'est
le standard vis-à-vis duquel il est jugé. C'est-à-dire qu'il est jugé comme un joueur qui est borderline, je le dis, générationnel. Il y avait un excellent article de The Ringer il y a une semaine environ qui revenait sur Cade et le fait que, comme tu l'as dit, Gabin, les stats brutes aiment Cade, mais toutes les stats avancées n'aiment pas Cade. En fait, les stats tout en un le classent très très bas. Et il y avait ça, dans cet article-là, on était revenu sur le fait que, par exemple, Sam Vecenie, qui a un excellent analyse du côté de The Athletic, je vais y arriver, avait dit, je le cite à l'époque, que il avait l'upside d'un top 5 joueur de la ligue. Mike Schmitz, qui était à ESPN maintenant, qui est du côté du front office d'ESPN, avait dit que c'était un des meilleurs numéro 1 de draft de la décennie. Donc il y a peut-être ça aussi le problème avec Cade, c'est que le standard de base est immense en fait. Oui, le standard de base est immense. Gabin avait parlé du fait que Pistons aurait peut-être dû prendre Scotty Barnes. Je pense qu'à OKC, ils voulaient prendre Scotty Barnes. Hein. Ça aurait évité certains problèmes actuellement. Voilà, ça c'est en passant. Non, mais pour ce qui est du cas de Cade Cunningham, moi je fais partie de la première catégorie, c'est-à-dire que j'ai vu Cade jouer du côté de Oklahoma State lors de sa saison NCAA. Je faisais partie de ceux qui étaient très hauts sur Cade Cunningham, c'est-à-dire que je considérais comme un prospect qui pouvait potentiellement devenir générationnel. Moi, j'étais dans la classe de Sam Vecenie. Il me semble que Sam Vecenie l'avait mis tout seul dans son tiers, il me semble, au moment de son draft guide. Et le tiers le plus élevé, en plus, donc star player générationnel, le tiers dans lequel était Scoot Anderson, par exemple, cette année, même si Victor Wembanyama était un tiers au-dessus parce que c'était le tiers Victor. Mais sur la draft 2022, par exemple, le tiers dans lequel était Cade Cunningham, personne n'était dans le tiers sur la draft 2022. Pas un Paolo Banchero, pas un Chet Holmgren, ils étaient considérés en dessous, pour remettre en contexte. Sur le cas de Cade Cunningham, tu as parlé du fait que les stats brutes aimaient Cade. Moi, je trouve pas qu'elles les aiment. Quand tu vois 41% au tir, 33% à 3 points, si on prend vraiment le plus brut des stats, il n'y a rien qui kiffe Cade Cunningham. Même je pensais aux points, tu vois. Ouais, les points. Ouais, alors là, pour le coup, je sais même pas si c'est des stats brutes. Là, je sais pas. C'est l'âge de pierre des stats, peut-être, les points. Mais après, non, mais je trouve je suis pas mal redescendu sur Cade Cunningham. C'est ça, pour moi, c'est sa deuxième année en NBA. Mais déjà, il y a eu tout un discours durant l'été. J'en avais parlé lorsqu'on avait fait les podcasts reviews sur waouh, Cade Cunningham, les scrimmages avec Team USA, c'est son année. Non, c'est bien la preuve que les scrimmages avec Team USA font un peu se calmer. Mais je lui donnerais, en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a rien, je trouve, dans le jeu de Cade Cunningham qui a progressé entre sa saison rookie et maintenant. C'est ça qui m'inquiète. C'est que pourcentage de finition près du cercle, ça baisse même au fur et à mesure des années, ce qui est un peu inquiétant. Le tir à 3 points, j'avais fait un tweet il y a de ça une dizaine de jours en disant à partir de quand on peut considérer que c'est un mauvais shooter. C'est le moment où il commence à en mettre quelques-uns, mais on est quand même sur un échantillon assez élevé. On est sur plus de 550 tentatives à 3 points pour un joueur qui a 30-31%, donc ça commence à devenir un peu inquiétant. Mais je lui donnerais une excuse. Pour moi, c'est le costume. C'est-à-dire que tu as parlé, Ben, du fait que les Pistons avaient besoin que Cade Cunningham soit un joueur héliocentrique. La construction du roster des Pistons fait que c'est un joueur héliocentrique par défaut. C'est-à-dire que il y a le haut pourcentage d'usage, parce qu'il est obligé de tout faire. Le haut pourcentage de playmaking aussi, parce qu'il est obligé de tout faire. Sauf que sur les 3 saisons ou les 2 saisons et demie de Cade Cunningham, où il est comme un joueur héliocentrique, le roster n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu. Tu vois, Gabin, tu faisais la comparaison avec Tyrese Haliburton. Alors, Tyrese Haliburton est un joueur infiniment meilleur que Cade Cunningham, mais il a un effectif qui est taillé pour lui, avec du spacing, du rollman, des mecs qui peuvent pop, des mecs qui peuvent pull-up, ce qui n'est pas le cas de Cade Cunningham. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Je trouve que sur le premier pas, et c'était ma principale réserve avant sa draft, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de réserves aussi sur son tir extérieur, parce que la plupart des tirs extérieurs qu'il prend sont ouverts, même s'il y a du pull-up, sur sa finition près du cercle, mais il y a ce côté, beaucoup d'incertitudes, mais qui, selon moi, pourrait être corrigé. En tout cas, je demande à voir avec un effectif autre que celui de Détroit actuellement et que celui que Cade Cunningham a eu depuis sa draft, finalement. Petit point perso, parce que je vous ai beaucoup lancé les plats pour donner un peu mon avis. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que j'ai l'impression que certains des problèmes... Alors en fait, je pense que Cade Cunningham
n'est peut-être pas une. En fait, on se pose la question si c'est une option numéro 1 actuellement. Je pense que vraiment son plancher, c'est option numéro 2, porteur de balle d'une équipe qui a de l'ambition. Et ce qui est déjà un excellent plancher. Ma seule question, c'est sa viabilité vis-à-vis de tous les points faibles qu'on a mis en avant. Par exemple, je sais qu'il y avait eu 2-3 messages sur la conversation par rapport à ça il y a quelques semaines. Quand je regarde les matchs des Pistons, il y a un truc qui me choque, c'est que Cade Cunningham est souvent défendu par des ailiers en fait. Et mon problème, c'est que son incapacité à battre en premier pas ces ailiers-là fait que ça, par exemple pour un Monty Williams, ça l'oblige. Il y a des solutions de pick and roll qu'il peut pas mettre en avant. Il peut pas faire un pick and roll avec Ozar Thompson, Cade Cunningham, parce qu'en fait le mec qui a Ozar Thompson peut switch. Il y a des fois où ça va passer en fait. Il y a des fois où Cade pourra pas faire la différence sur le premier pas. Et beaucoup d'équipes se sont adaptées à ça. C'est-à-dire que l'avantage de taille, parce que c'est assez attirant, moi le profil du joueur, moi, m'intéresse beaucoup. Le fait d'avoir un porteur de balle qui est surdimensionné, tu perds en ça parce que il est très souvent, son vis-à-vis est pas surdimensionné. Et il est pas surdimensionné par rapport à son vis-à-vis. Deuxième chose, quand il a cet avantage de taille, tu parlais de la finition au cercle, vous avez tous les deux parlé de la finition au cercle. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des matchs, je pense au match à Denver, où la plupart du match, il n'a pas Jokic, tu peux pas finir à 4 sur 11 en finition au cercle, en fait, avec des finitions au cercle où il est face à du KCP qui a la protection de cercle, il doit être capable de finir ça. Et pour moi, en fait, pour un peu glisser là-dessus, les gars, si on regarde le reste de l'effectif, il y a beaucoup de pression qui est mise sur lui, comme tu l'as dit, Constant, parce que c'est un joueur qui est top 10 au niveau de la possession de balles par match et top 10 au niveau des touches. Il a beaucoup de ballons. Et quand tu as beaucoup de ballons et que tu es pas capable de casser les défenses sur le premier pas et de mettre du pull-up, bah, on a la situation actuelle qu'on a en attaque, les gars. Et ma question, c'est, on parle d'un effectif qui devrait être bien construit autour de lui. Ma question, c'est, est-ce qu'il y a déjà certaines de ces pièces à l'intérieur de l'effectif? Je pense à Jaden Ivey, je pense à Killian Hayes. Qu'est-ce qu'on pense de leur association potentielle? Parce que c'est une partie du projet, ça. Killian Hayes a été drafté avant, mais Jaden Ivey, on est sur un début de saison très étrange. Qu'est-ce qu'on en conclut? Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut partir sur le dossier Ivey. Dossier Ivey. On connaît mon avis sur Jaden Ivey, hein, de toute façon. Hein. Il n'est pas positif globalement. Je trouve que c'est un joueur. Je pense qu'on est vraiment sur. Alors ça, c'est très personnel et c'est très subjectif. On est sur l'arrière qui coche toutes les cases de ce que je n'aime pas chez l'arrière moderne, c'est-à-dire un joueur qui perd énormément de ballons, un joueur qui a une vision relativement tunnel quand même en attaque, un joueur assez peu inefficace et qui fait assez peu de playmaking. On est vraiment sur un espèce de prototype de combo guard que j'aime vraiment pas. Enfin voilà, vous connaissez tous mon affection pour Tyrese Haliburton, qui n'a pas chuté bizarrement en voyant le début de saison Tyrese Haliburton, qui a même augmenté. On se demande bien pourquoi. Mais non, en tout, et même défensivement, je trouve que j'ai dit, il y a beaucoup de choses à redire aussi. L'association, en fait, avec Cade Cunningham, là aussi, il faut remettre un petit peu de contexte, c'est que les deux ont très peu joué ensemble l'an dernier aussi. Et que Jaden Ivey s'est retrouvé principal créateur et principal joueur avec les responsabilités offensives à partir du moment où Cade Cunningham s'est blessé. Sachant qu'en début de saison, Monty Williams le faisait sortir parfois du banc, parfois jouait pas du tout. Là, il commence à le mettre titulaire. Donc, au niveau des rotations, il n'y a pas forcément la continuité nécessaire, que ce soit en termes d'années jouées ou en termes de sécurité au niveau des rotations pour vraiment émettre un avis. Par contre, Killian Hayes, les deux ont joué plus souvent ensemble, les deux ont été dans des rôles plus souvent fixes, surtout celui de Killian Hayes. C'est suffisant de dire que Killian Hayes a fait des progrès cette année, mais que ce n'est pas le joueur à mettre à côté de Cade Cunningham, et encore moins quand tu mets Killian Hayes et Ozar Thompson à côté de Cade Cunningham, où là tu... Et Isaiah Stewart. Et Jalen Duren. Et Marvin Bagley, et voilà, tous ces joyeux lurons. Donc oui, sur l'association, c'est avec Jalen Duren que c'est le plus probable, parce que c'est du pick and roll, quoi, globalement, et que Jalen Duren est un monstre athlétique, donc tu peux lui lancer la balle à peu près du moment que tu es à 2 mètres du cercle, il est capable de finir assez facilement. Donc je trouve que ouais, il y a beaucoup d'incertitudes, aussi parce que Détroit a peut-être essayé a peut-être vu Cade trop tôt, trop beau trop tôt, ou peut-être trop beau tout court dans leur sélection de draft, et du coup, ce qui fait que Cade Cunningham est un joueur pour l'instant, hein, qui t'impose certaines limitations, ou en tout cas qui t'impose certains profils dans la construction de ton roster. Là où il y a des joueurs qui dépassent ce cadre-là. Je vais prendre un exemple, même si je sais que ça peut faire débat. Un joueur comme LaMelo Ball,
pour moi, dépasse ce cadre de il faut des joueurs avec un profil bien spécifique à côté de lui. Il est capable de faire de très bonnes choses. Là où Cade Cunningham, pour moi, il faut des profils bien spécifiques pour que son rendement soit plein, enfin pour qu'il ait un rayonnement total. Et ces profils-là dont a besoin Cade Cunningham ne sont pas Jaden Ivey, ne sont pas Killian Hayes. Mais un joueur potentiellement comme Jalen Duren, ça peut l'être. Enchaînons, tu as commencé à parler de ça, Constance, sur peut-être les conclusions qu'on peut tirer. Et effectivement, j'aime bien ce que tu as pu dire, Constance, sur le fait qu'on a peut-être... En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 temps dans cette reconstruction un peu des Pistons, mais il y a un premier temps où on a effectivement mis beaucoup de pression sur Cade Cunningham, qui est quand même un joueur, je relisais ça, mais à qui on a quand même ouvert les portes de la franchise, le premier choix de draft historique, on retire presque un maillot semi-retiré pour le donner le numéro 2 à Cade, etc. Il y avait beaucoup, symboliquement, il y avait beaucoup de pression sur ce joueur et effectivement, pour moi, ça tombe un peu, si on veut parler des mauvaises choses, entre guillemets, ça tombe un peu dans cette idée de surresponsabiliser un joueur trop tôt et peut-être penser, on parle souvent de cette idée de précieux, penser que tu as peut-être déjà ton précieux, je dirais pas sans l'avoir vu jouer sur le terrain, mais tu t'extrapoles beaucoup en fait. C'est-à-dire que beaucoup des décisions, par exemple, Jaden Ivey, c'est peut-être pas le bon profil, mais il y a peut-être encore cette volonté de se dire oui, si on a le porteur de balle dominant, Jaden Ivey, ça marchera. De mettre beaucoup d'intérieur en fait. Du côté de Troy Weaver, moi c'est la seule manière dont je lis le fait que Troy Weaver soit amoureux des intérieurs, c'est qu'il y a une volonté en fait de donner des partenaires de pick and roll qui sont peut-être pas les meilleurs, mais à Cade Cunningham. C'est la seule manière dont j'arrive à plus ou moins lire ça. Et je pense que plus globalement, par rapport à cette équipe des Pistons et par rapport à Cade, peut-être l'erreur de base, c'est de pas avoir, et on va en parler maintenant, commencer à sélectionner. On parle très souvent des 1, 2, 3, en tout cas d'avoir fait une espèce de sélection dans les joueurs, dans les jeunes joueurs. Je me demande s'ils l'ont vraiment faite et devraient peut-être commencer à la faire. À toi, Gabin, on a beaucoup parlé. Non, c'est compliqué aussi de faire la sélection parce que tu commences donc par le numéro 1 et il y a beaucoup de doutes là-dessus. Moi, à la place de Troy Weaver, donc le GM, je me dirais, je vais chercher un autre jeune et on trouvera notre pépite à la draft. Mais tu peux limite tirer ta conclusion que c'est pas forcément Cade Cunningham et Après, c'est un bon numéro de... Ça peut être un... Ouais. En fait, je veux pas éliminer la possibilité comme quoi c'est un numéro 1. Je pense juste que, je sais pas si vous êtes d'accord, ce n'est pas un numéro 1 transcendant en fait. C'est-à-dire que si on compare à d'autres numéros 1 de draft ou d'autres jeunes, je vais y arriver, il remodèle pas l'effectif à lui tout seul en fait. Tu prends la draft 2020, c'est le 4e meilleur guard quoi globalement. Et c'est terrible en fait. J'avais pas fait ce rapprochement là, mais oui. C'est potentiellement le 4e, voire même le 5e en fonction de comment tu classes un joueur comme Tyrese Maxey potentiellement. Et pour l'instant, les autres réussissent, mais j'aimerais bien le voir avec un joueur dominant à côté parce qu'il aurait moins de pression. Je remarque aussi que c'est un joueur qui fait énormément de pertes de balles. Alors, il y a beaucoup qui sont de sa faute, mais je remarque qu'il déteste la pression. En fait, quand on vient le trouver à 2 défenseurs sur lui et qu'on essaie de chipper le ballon avec les mains, il déteste ce genre de situation. Il déteste devoir dribbler dans le trafic et il déteste faire des passes prévisibles. Avoir un joueur dominant à côté qui pourrait libérer un peu de l'espace sur le terrain parce que le joueur serait effrayant et devrait tout le temps demander une concentration défensive, ça pourrait un peu le libérer, je pense aussi. Il n'a pas confiance. Alors moi, ce que je note des fois, il n'a pas confiance il y a certains coéquipiers en qui il n'a pas confiance, mais j'aimerais bien vous lancer sur ça, les gars. Alors qu'on avance sur les conclusions à tirer peut-être de ce premier échec de Détroit, moi, il y a une question qui me fascine, parce qu'on parle beaucoup de ce qu'il faudrait autour de Détroit, peut-être autour de Cade Cunningham et Jalen Duren, mais il faudrait quoi exactement? Parce que, vous voyez, l'idée comme quoi il faudrait uniquement du spacing, pour moi, ne répond pas totalement à la question. C'est-à-dire que, oui, si on met du spacing à côté de Cade Cunningham, il aura peut-être plus d'espace, il aura peut-être des meilleurs coéquipiers pour le pick and roll, etc. Mais les problèmes de premier pas, les problèmes de pull-up s'effaceront pas complètement. Donc en fait, je te vois acquiescer. Constant, c'est quoi la formule Cade Cunningham? C'est d'avoir un autre joueur capable de porter le ballon? C'est ce que j'allais te répondre. Moi, je pense que c'est ça. Tu le mets à côté d'un
Je ne vais même pas parler de la Rolls que peuvent être des joueurs comme la Melo Ball ou des joueurs comme Tyrese Haliburton. Tu mets un joueur comme Tyrese Maxey potentiellement à côté de lui, qui est capable de porter la balle, qui est capable de jouer off-ball. Je trouve ça intéressant, mais je pense qu'il y a des limitations de Cade Cunningham qui n'appartiennent qu'à Cade Cunningham et que tu peux pas corriger avec la modulation de roster ou en tentant de construire un roster autour de lui. Le premier pas et l'absence de pull-up fait qu'un tir sur deux de Cade Cunningham est un tir à mi-distance. Et tu ne peux pas, même si voilà, un joueur comme chez Gideus Alexander, par exemple, prend énormément de mi-distance, un joueur comme Devin Booker prend énormément de mi-distance, c'est des joueurs qui ont une haute qualité de finition. Et un joueur comme Cade Cunningham, j'ai plus l'impression que la surutilisation du mi-distance ne vient pas d'une qualité de finition, mais vient du fait qu'il peut pas aller près du cercle, qu'il peut pas pull-up à 3 points. Donc, il se rabat sur le mi-distance. Après, on dit, ouais, pour moi, il faut un autre joueur, un autre porteur de balle primaire et pas un porteur de balle comme Jaden Ivey, un joueur qui est capable de jouer off-ball et qui, de temps en temps, peut prendre quelques responsabilités au playmaking ou qui peut être une menace soit sur catch and shoot, soit sur pull-up, de sorte à ce que les défenses soient un peu moins aspirées par Cade Cunningham. Ce qui n'est pas le cas dans les autres, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc ouais, un joueur comme Tyrese Maxey, j'ai pas, tu vois, mets-moi un joueur qui fait beaucoup de bien à Anthony Edwards, mets-moi un Mike Conley à côté de Cade Cunningham. Je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner un meneur un peu plus vétéran qui pourrait avoir des qualités de playmaking, des qualités de sanctionner sur catch and shoot. Ce joueur de profil-là, bien plus que des ailiers ou que des intérieurs, pour moi, il faudrait un autre porteur de balle assez fiable et capable d'exister sans la balle à côté de Cade Cunningham. Mais il y a des limitations physiques que tu pourras pas corriger même en construisant le meilleur effectif possible autour de lui. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le truc c'est que finalement, vu que on a des doutes sur lui, c'est trop tôt pour aller chercher ce genre de joueur. Je pense qu'il faut continuer du coup à passer par la draft et lors de la draft, tu prends le meilleur joueur disponible et t'essayes de l'assembler. Tu feras le tri beaucoup plus tard. En fait. Après, tu trouves pas, Gabin, qu'ils commencent à arriver petit à petit au stade où ils sont... Moi, il y a un truc qui m'a fasciné cet été. Et ça nous permet d'enchaîner sur Monty Williams, front office, etc. C'est que pour moi, il y a une comparaison qui n'a pas été assez faite entre les destins des Pistons et des Rockets. Ils ont tous les deux vu arriver des coachs qui, à des degrés divers, ont une petite hype. Et en fait, ce qu'a fait Udoka, alors il y a une problématique de pic du côté des Rockets qui n'existe pas à Détroit. Ça, j'en ai conscience. Mais ce qu'ont fait les Rockets, c'est qu'ils ont commencé à faire le choix qui a été critiqué de notre part. Mais ils ont commencé à faire le choix au niveau des jeunes joueurs, quitte à amener certains vétérans et à faciliter le jeu pour certains de leurs jeunes joueurs, a pu avoir Kevin Porter Jr. à la main, etc. On en a assez parlé dans le podcast sur les Rockets. Les Pistons ont amené un nouveau coach et en fait, ils n'ont pas adapté leur philosophie d'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, ils offrent à Monty Williams. J'ai l'impression qu'on a trop voulu mettre sur le dos de Monty Williams la capacité à faire progresser les joueurs, alors que Monty Williams, il faut regarder l'historique de Monty Williams. C'est pas non plus un mec qui fait beaucoup progresser les jeunes joueurs et qui leur donne un tas de confiance. Monty Williams, j'ai l'impression qu'il coach aussi un peu pour son bilan personnel, même s'il a un long contrat du côté de Détroit. Il faut pas... Il a 6 ans de contrat. Des coachs en NBA qui ont plus de 6 ans dans leur effectif actuellement, il y a Popovich, Steve Kerr, Mike Malone et Spoelstra. Il sait probablement, Monty Williams, que sa prochaine bonne équipe, s'il veut en coacher une, ça sera peut-être pas du côté de Détroit et qu'il faut aussi qu'il ait un minimum de victoire. Donc, il faut pas croire que c'est parce que tu donnes à un coach un long bail qu'il va forcément être dans une approche totalement de progression des jeunes joueurs. Et je pense que ça, on l'a peut-être pas bien compris du côté de Détroit et qu'il fallait peut-être déjà changer quelque chose et que la simple draft d'Ozar Thompson et le fait d'avoir Cade en bonne santé cette saison allait tout améliorer, tout changer. Ils ont peut-être fait les choses à l'envers en mettant les vétérans trop tôt et en mettant plus maintenant, par exemple. En mettant des vétérans moins bien que ceux des Rockets aussi. Aussi. Parce que, comme tu l'as dit, on a été très critique sur l'été des Rockets. Force est de constater que Fred VanVleet quadrille beaucoup plus le jeu offensif des Rockets, même si ça reste pas fou, hein, le jeu offensif des Rockets. Clairement, c'est une équipe de plancher via leur qualité défensive. Et ça, pour le coup, il y a beaucoup de crédit à mettre effectivement au recrutement de l'été, mais aussi à l'arrivée d'un coach comme Ime Udoka qui a réussi à faire défendre, enfin qui a réussi à faire d'Alperen Sengun un joueur qui n'est pas autant une liability défensivement, même si ça reste encore
assez faible. Je trouve que ils ont pris des vétérans et que en fait ce qu'a voulu faire Houston, c'est comme tu l'as dit, on fait du tri sur nos jeunes, mais même au sein de leurs 4 jeunes là, les 4 qui ont été pick, enfin les 3 qui ont été pick dans le top 4 plus Alperen Sengun, il y a déjà un tri où il y a déjà une classification qui est faite. On voit que Jabari Smith Jr. c'est un peu le Rashard Lewis. Non, le Rashard Lewis, c'est-à-dire pas le très gros, pas celui qui est le plus utilisé. Par contre, gros défenseur, lui, c'est peut-être lui qui a le plus montré de choses défensivement avec l'arrivée du Udoka. Là où Détroit, ils ont pris Bogdanovic qui est blessé, donc voilà, on le voit pas. Monte Morris, on le verra pas avant 2024 aussi, donc ça va être une problématique. Et en fait, ce qu'a voulu faire Détroit, c'est que les Rockets ont offert à Ime Udoka un nouvel effectif. Là où Monty Williams, il est arrivé, Troy Weaver, il a fait, t'as vu, ça a pas marché avec Dwight Casey, essaye de faire marcher l'effectif parce que moi, je change rien dans mon effectif. Et je trouve que c'est l'une des premières problématiques, c'est que peut-être que du côté du front office de Détroit, on s'est dit, bon, ça marche peut-être pas avec Dwayne Casey, peut-être qu'avec un nouveau coach, ça va fonctionner, alors qu'en vrai, la principale béquille des Pistons actuellement, c'est les moves qui ont été faits par Troy Weaver, et notamment la première année de Troy Weaver en tant que GM. La 2020-2021, c'est toujours en train de coûter très cher à Détroit. Il y a même ce truc dans la reconstruction de Détroit, avant qu'on passe aux Spurs, mais on va faire un peu plus long sur Détroit, c'est que même quand tu reprends l'historique de leur reconstruction, elle est assez étrange dans le sens où ils trade d'abord Drummond, ensuite ils vont couper Reggie Jackson, mais ils gardent un peu Blake Griffin. Blake Griffin est ensuite coupé. Du coup, on draft Killian Hayes, et le même été, on donne de l'argent à Jeremy Grant, et ensuite on n'est pas bon, et ensuite on va drafter Kate Cunningham. C'est-à-dire que je me rappelle de ce jeu-là, quand on faisait le fameux bilan des reconstructions, le premier bilan des reconstructions, elle est difficile à dater en fait, cette reconstruction. C'est-à-dire qu'elle commence quand officiellement, on ne sait pas trop. Et c'est peut-être, alors bien évidemment, là aussi, c'est ce qu'on disait dans ces épisodes-là, on peut pas juger Détroit comme OKC, comme Houston, etc. parce que de base, ils ont pas la même fortune en choix de draft, etc. Mais de l'autre, je pense que ce faux départ avec un Troy Weaver qui a jamais voulu être trop mauvais, ou en tout cas a toujours voulu donner de l'argent à des vétérans, mais peut-être pas les bons, ou en tout cas des vétérans qui vont pas parfois enlever ou faire de l'ombre à ces jeunes joueurs, leur coûte beaucoup actuellement parce qu'ils n'ont pas de vétérans actuellement qui sont viables. Alec Burks, etc., c'est bien gentil, mais il n'y a pas de vétérans viables à l'heure actuelle. Non, mais j'allais dire, après, pour leur excuser, comparé aux autres reconstructions, ils n'ont pas pu faire le fameux blockbuster trade qui marque définitivement, qui acte le passage entre équipe qui essaie de jouer quelque chose à équipe en reconstruction. Et t'as rien gagné de concret avec tes trades. Donc en fait, tu te bases chaque année sur ton pic de draft. Et c'est compliqué d'avancer comme ça parce que ça demande beaucoup plus de temps. Et en plus de ça, tes pics de draft, tu les loupes. T'as commencé par Sekou Doumbouya, il joue même plus en NBA. Killian Hayes, pour l'instant, ça donne rien. Kate Cunningham, on attend encore. C'est compliqué, quoi. Donc, t'as très peu de choix de draft et en plus, ils sont pas concluants. C'est pour ça qu'en fait, ça demande beaucoup de temps et va falloir être encore patient avec Détroit. Ouais, je vais prendre un exemple sans faire le podcast reconstruction. Le Magic, il débute la saison en 5-20 l'an dernier. 5-20, 5 victoires pour 20 défaites. Il y a un moment où ça a décollé. Et je suis désolé, OK, il récupère Wendell Carter. OK, il récupère Franz Wagner. Le trade de Nikola Vucevic au Bulls. C'est Franz Wagner, Jet Howard, Wendell Carter, c'est une catastrophe. Bon bref, on va pas parler des Bulls. Bon, en tout cas, voilà, ils sont non, mais ils ont pas non plus. Enfin, je veux dire, ils récupèrent Wendell Carter qui est un excellent joueur, mais sinon c'est des pics de draft quoi. Ils ont pas non plus fait un trade qui leur a ramené 150 pics et où ils se disaient on a le droit d'échouer. Mais il y a un moment où il y a eu un déclic qui a été fait du côté d'Orlando l'an dernier, en cours de saison l'an dernier, ce qui fait qu'on ne devrait même pas être surpris entre guillemets du début de saison du Magic parce que l'an dernier ils finissent avec je sais plus en 30-20 à partir du moment où ils sont en 5-20 sur le début de saison. Là où Détroit, ce déclic n'a pas eu lieu. Et je trouve que c'est un déclic qui ne peut que passer que par un espèce de remodèlement de l'effectif parce que tu as déjà tenté le coach, tu vois bien que ça marche pas. Pour moi, c'est vraiment un problème de construction d'effectifs et des choix qui ont été faits par Troy Weaver qui, d'une part,
Effectivement, Jeremy Grant, mais il me semble que Mason Plumlee, c'est aussi lui. Il me semble que il y a pas Kelly Olynyk dans le tas. Enfin, la Free Agency 2020 où la Free Agency 2020 où il signe 150 il fait Josh intérieurs. Jackson. Il fait Josh Jackson. Voilà. Aussi. Mais même ça, tu vois, le truc, il y a que Détroit qui a été prendre des pics, des joueurs qui ont été draftés haut et qui n'ont pas marché en NBA. Marvin Bagley, James Wiseman, Josh Jackson, il y a que Détroit qui a fait ça. Et finalement, tu arrives dans une situation où James Wiseman ne joue pas. Marvin Bagley, tu l'as prolongé, c'est peut-être le moins pire du lot. Josh Jackson, ça a été abandonné très vite. Donc, au lieu de se dire, on se concentre sur nos jeunes à nous, on va tenter de rentabiliser les jeunes qui n'ont pas marché ailleurs en se disant peut-être un autre contexte. Et ça, en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Avec ce biais toujours en faveur des intérieurs. Et on salue Ilias qui nous en avait parlé, mais aussi le fait que... on va en entendre parler de ce podcast à part d'Ilias. Il y a aussi le fait du côté des Pistons qu'ils sont un peu dans leur malheur. Il y a des joueurs qu'ils ont échangés, ou en tout cas qu'ils ont laissé partir. On pense à un Bruce Brown, ouais. qui sont ensuite, qui sont devenus des joueurs qui auraient pu être utiles à l'effectif actuel en fait. Donc il y a aussi la qualité d'un bon GM, c'est aussi de savoir faire de la rétention de talent et de l'autre de savoir évacuer les joueurs qu'il faut évacuer. Et Troy Weaver l'a pas fait. Moi, je me pose beaucoup de questions parce que très souvent, recruter un nouveau coach, tu l'as dit, Constance, c'est un peu la dernière chose que tu fais. Ton effectif marche pas. Tu dis, bon, j'ai l'option coach. Qu'est-ce qu'on fait après? Je pense que Troy Weaver, tu avais commencé la séquence comme ça. Gabin, je pense qu'il est en danger. Il est clairement en danger du côté de Détroit. Mais ma question, c'est, on va pas faire tout le podcast qu'on a déjà fait très long sur Détroit, mais ça sera quoi la suite pour le prochain dirigeant, le prochain GM? Je pense que ça sera clairement sélection de jeunes joueurs et apport de vétérans en fait, parce que Détroit est de plus en plus se rapproche de plus en plus d'une séquence dangereuse. C'est celle où tu vas devoir commencer à payer des jeunes joueurs sur qui tu n'as aucune assurance. Et ça, c'est le danger que je craignais du côté d'Houston, qui est pas en train de se valider parce qu'ils commencent. Certes, ils n'auront pas beaucoup de données sur certains joueurs, mais ils en auront. Mais Détroit s'approche dangereusement de cette séquence-là où tu vas devoir payer les jeunes joueurs à leur 3e, 4e année alors que tu ne les as pas vus dans un contexte sain où tu ne sais pas encore qui ils sont vraiment. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis, les fans vont s'impatienter aussi. Parce que ils sont allés en play-off en 2019 pour se prendre un 4-0. Et depuis, l'équipe est médiocre. Et ben, à un moment, c'est peut-être l'effet qui s'est passé avec les Rockets cette année où ils ont voulu accélérer le processus. Alors, les fans vont peut-être péter un câble et demander des résultats au plus vite. Sauf que moi, si j'étais sur NBA 2K mode MyGM, je prendrais la patience et les pics de draft. Et là, je suis pas sûr qu'ils vont avoir tout le temps disponible devant eux, là. Je finirai là-dessus, à part si Constantin a un truc à rajouter sur Détroit. Je suis malheureux que ça soit Détroit parce que c'est une franchise historique, mais je me rappelle de ces fameux épisodes de reconstruction qu'on vous invite à aller réécouter, qui doivent être catastrophiques parce qu'on a dû dire beaucoup de bêtises, mais on avait dit un truc assez juste. C'est que 4 équipes qui reconstruisent, toutes n'ont pas le destin qu'espèrent beaucoup de fans quand ils rêvent d'une reconstruction, c'est-à-dire que l'équipe sera meilleure que celle qu'ils ont déconstruite, etc. C'est ça le bilan terrible qu'on peut faire de Détroit, c'est que leur équipe n'est pas meilleure que celle qu'ils ont déconstruite en fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés, l'équipe qu'ils ont déconstruite c'était une équipe play-in alors certes, une conférence Est totalement moribonde, mais l'effectif actuel n'est pas meilleur après 4 ans de reconstruction. C'est peut-être ça qui est le bilan qui est terrible. Mais aucune des 4 équipes, hormis peut-être le Magic, n'est meilleure actuellement que lors du moment où elle a tout fait péter. Hein. Ouais, mais ils partaient pas tous du même. Détroit parlait. C'est 4. OK, ici, c'était pas non plus. C'était 3 années de suite, bounce premier tour. Hein, donc le Magic, c'était pareil. Hein. Les Rockets, la dernière année des Rockets, c'est infect. Hein. Ils gagnent un tour, mais tu sentais que c'était quand même pas terrible. Donc, je sais pas. Disons que c'était eux le plus bas en termes de sportivité, en termes de résultats sportifs. Exactement. Les 4, c'était eux le plus bas, ça c'est sûr. Ils sont le plus bas et ils se retrouvent encore une fois le plus bas. C'est le bilan assez terrible qu'on peut faire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je pensais qu'on allait faire long sur Détroit, mais peut-être pas à ce point-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Je prenais les pics de draft, mais il va y avoir un souci parce que le 2024, leur pic est envoyé à New York s'ils sont pas top 18. Donc ils vont quand même l'avoir. Ça fait plusieurs années. T'as pas le 2025. Mais t'as pas le 2025 du coup. Donc il est pas protégé aussi. Ouais. Il y a plein de protections sur ce pic-là. Ouais, parce qu'il me semble que c'est un pic qu'a reçu le Thunder
lors du trade, je sais plus, de Christian Wood ou je sais Toujours le plus. Thunder. Parce que New York, c'est enfin les pics qu'ont récupéré New York, ce genre de pic, c'est sûr, il est à OKC. Et enfin, il était à OKC, il a été envoyé au moment de sélectionner l'incroyable Ousmane Diagne. Donc, il me semble qu'il y a plein de protections. Il me semble que même en 2026, il doit avoir un top 10 ou un top 8. Enfin, il est ultra protégé ce pic-là. Donc, sur ça, je te dirais, je suis pas trop inquiet. Faisons un petit quart d'heure ou un peu plus sur les Spurs. Du coup, le deuxième volet de cet épisode, où on va un peu parler des Spurs qui, eux, ne sont pas sur une série de 13 défaites de suite, mais de 11. 11 défaites de suite pour les Spurs qui sont vraiment en galère totale, qui sont dans des matchs serrés. Globalement, on est sur des équipes... Alors oui, ces deux équipes ont pris des tôles, mais il y a des fins de match serrés qui sont mal gérées des deux côtés. Constant, je vais te lancer. Il n'y a pas un souci du côté de la main, du côté des Spurs? Ah non, mais tu vois, tu dis que les Spurs, ils sont dans beaucoup de fins de match serrés. Au début de saison, oui. Mais alors, Oui, depuis quelques matchs, non, pas du tout. Ouais. Là, la fin de match, c'est contre qui paume cette nuit? C'est contre Golden State. Warriors. C'est un peu serré, voilà, bravo. Les fans des Spurs qui sont contents, que j'ai pu lire certains avis de fans des Spurs disant qu'ils sont contents d'avoir de s'être accroché face aux Warriors en tirant à 25% à 3 points. Oui, mais est-ce que vous avez vu le match des Warriors de l'autre côté? Hormis Stephen Curry, bien sûr. Est-ce que vous avez vu la saison globalement des Warriors? C'est assez compliqué, en tout cas pour l'instant. Alors, on va voir ce que ça va donner après. Mais oui, il y a un problème au niveau de la main. Je trouve que je comprends pas, en fait. Je trouve que déjà, on peut dire un premier point, c'est que il m'est arrivé très souvent de dire des bêtises, mais je trouve que le podcast que l'on avait fait avec Ben ici présent sur la franchise idéale pour Victor Wembanyama, vous pouvez le réécouter. Tout ce qu'on a dit s'applique au début de saison des Spurs, c'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de prisme franco-français sur les Spurs où beaucoup de gens ont pensé que les Spurs de 2023, c'était les Spurs de 2008, où il y avait encore RC Bufford en tant que GM, où il y avait encore Tim Duncan. Bah non, en fait. C'est-à-dire que les problèmes des Spurs cette année, ils se voyaient déjà l'an dernier. En termes de bilan, c'était pas eux qui avaient le pire bilan, c'était Détroit. Mais en termes de qualité, c'était la pire équipe l'an dernier. Déjà, ils avaient le pire net rating. Ils ont fait un début de saison, il me semble qu'ils sont en 6-2 avant de s'écrouler totalement sur le restant de leur saison. La défense. C'est quand même le pire net rating. Malgré la victoire en plus, c'est quand même le pire net rating de l'année. Oui, parce qu'ils prennent des tôles. tôles. Moins 12, c'est le pire. Ils prennent des tôles. Mais pourquoi ils prennent des tôles? Parce que leur défense est inexistante. Voilà, je vais pas tout parler. Je vais revenir sur la question initiale de la main. Je comprends pas ce qui se passe au niveau de la main de San Antonio. C'est-à-dire que il y a une expression, c'est essayer de faire rentrer au forceps. Mais là, c'est pas au forceps, c'est au couteau de boucher qu'ils essayent de faire rentrer Jeremy Swan. Je comprends pas. J'ai sorti mes plus beaux classeurs Excel. Toutes les stats disent que Trey Jones, ça marche mieux en tant que meneur. Les ratings lorsque Trey Jones, les ratings des Spurs lorsque Trey Jones est parqué sont meilleurs. Victor Wembanyama, qui est quand même la pièce centrale un peu de ton projet, est plus efficace et meilleur lorsque Trey Jones est sur le parquet plutôt que Jeremy Swan. Hormis le prisme, soit de tanker en disant on est vraiment mauvais, on va tenter de le mettre parce que sinon avec Trey Jones on pourrait être trop bon. Soit il y a une autre explication que je vois, c'est que Jeremy Swan c'est un pick 9 ou 10 de l'an dernier et t'as pas envie de l'abandonner dès maintenant, alors que tu sais que avec l'arrivée de Victor Wembanyama, ça ne colle pas avec ce que tu veux faire. Ce qui est fou dans le fait de mettre Swan à la main, c'est que je sais plus qui disait ça, c'est peut-être encore Sam Vecini qu'on a cité, ou je sais plus, j'ai lu ça ou entendu ça où, des jeunes meneurs qui réussissent dès leur première ou deuxième année NBA, ça existe quasiment pas. Ce qu'on aurait dû dire il y a peut-être 10 minutes, ce qui aurait pu un peu calmer Cade. Donc, espérer qu'un joueur qui n'a pas de formation de meneur puisse le faire dans une équipe qui manque cruellement de facilitateurs, de connecteurs, qui sort d'une saison abominable, moi, la seule explication, c'est un mix des deux. Je pense qu'ils veulent mettre en valeur un haut choix de draft et que ils se disent qu'en fait, le danger que Trey Jones les rende meilleurs
pourrait avoir un effet ricochet, c'est en fait qu'ils ne mettraient plus en valeur un haut choix de draft et qu'ils auraient plus vraiment de haut choix de draft très rapidement. Ce qui selon moi serait pas tellement vrai parce que Trey Jones ferait du bien, mais je crois pas qu'avec Trey Jones, les Spurs ils sont pas à 40 victoires. Non. Je serais grandement surpris quand même qu'ils déjà, soient là, donc... avec le retard qu'ils prennent, ils vont très vite ne plus pouvoir être à 40 victoires s'ils continuent à ce rythme-là déjà. Donc oui, c'est moi ça m'interroge beaucoup. Et on insiste beaucoup sur cette notion. On salue encore Alan Guillou, mais la notion de guard play, là, c'est le néant. Gabin, je te lance là-dessus, c'est le néant. Alors que, et je te lance aussi sur la question Victor est très, 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 très responsabilisé, contrairement à ce que je lis. Victor touche beaucoup la gonfle, il finit beaucoup les actions, il a un usage qui est... J'avais lu la stat de John Schumann, si tu réunis les saisons de Duncan et de Robinson depuis qu'ils sont aux Spurs, c'est le deuxième usage. C'est-à-dire qu'en gros, il est déjà, dès sa saison rookie, dans le plus gros usage de l'histoire des big men de San Antonio. Donc, il est mis en avant, mais ça marche pas. Ouais, tu l'as dit, ça marche pas, alors que, moi, je pense qu'il fait une bonne saison quand même. Je l'attendais à peu près à ce niveau-là, et je trouve que même si les résultats collectifs ne viennent pas, lui fait le taf. C'est-à-dire que sur les possessions que je vois de Victor, je suis très très satisfait, que ça soit défensivement ou offensivement, mais je trouve que limite il force pas assez en fait offensivement. Et il y a toute cette problématique de il joue pas assez. T'as vu ces 3 points ? Cercle. Ouais, voilà. En fait, je me suis mal exprimé. Il force trop à l'extérieur et à l'intérieur, des fois, je le vois facilement. C'est encore arrivé au match des Warriors d'hier. Il y a des possessions où Wiggins le défend. Il le regarde, shoot devant sa tronche et mi-distance, et Wiggins ne peut rien faire parce qu'il est trop petit. Je me dis, mais pourquoi tu fais pas que ça, en fait? Et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Victor ne joue pas plus à l'intérieur, même pas mid, à l'intérieur, et force tout le temps des 3 points. Et en fait, je commence à comprendre que les Spurs ne veulent pas gagner. Enfin, Wembanyama, si tu l'écoutes depuis qu'il est petit, il a toujours joué à sa manière, comme il avait envie, lui, de progresser. Et en fait, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il joue pas. C'est ce que j'ai l'impression, en fait, en regardant. Il joue pas pour gagner, il joue parce que il a envie de progresser à sa manière. Et c'est peut-être ça, en fait, finalement, je sais pas ce que vous en pensez, moi, c'est ma réponse au fait qu'il force autant à l'extérieur parce qu'il a toujours fait comme ça et qu'il veut. Finalement, si tu le mets sous le cercle, il va se dire qu'est-ce que j'ai de différence par rapport aux autres pivots. Je pense que c'est là. Moi, où je suis pas trop inquiet, c'est que c'est la sélection de tir d'un rookie qui est très très responsabilisé dans une équipe qui est moyennement gérée sans meneur en fait. Donc, en fait, le truc chelou, ça serait qu'il ait une très très bonne sélection de tir. Après, oui, il shoot très peu à l'intérieur, oui, mais je pense qu'il est un peu en phase de rodage et de test par rapport à ce qui passe ou passe pas en NBA. Je pense, mais je serais pas trop inquiet sur la sélection de tir. Je pense que Constant est plus inquiet, mais moi en fait, je me dis qu'il est dans un environnement où là, il peut pas avoir une bonne sélection de tir, globalement. C'est pas que je suis inquiet, c'est que le tir à 3 points et certains tirs à 3 points qui sont tentés par Victor, c'était des trucs qu'on voyait déjà aux Mets l'an dernier. Et les Mets, on peut pas me dire que c'était pas une équipe qui était pas structurée. Ils font finale l'an dernier. Alors je sais que Victor était élu MVP, mais c'était quand même une équipe avec un minimum de construction derrière. Donc en fait, je comprends le truc il doit prendre des tirs à 3 points. Parce que si Victor devient un joueur efficace à 3 points, c'est le endgame. C'est vraiment c'est terminé là où on va dire que la façon dont tu modèles les intérieurs longiligne comme Victor en 2023 font que si tu n'en fais qu'un joueur qui tente que des tirs près du cercle, c'est un peu pas anticlimatique, mais ça va un peu à l'encontre de comment tu formes ce type de joueur. Je dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais notamment un profil comme Porzingis, on l'a très vite fait s'écarter du cercle. Alors, il y a eu des blessures, mais Porzingis, dès qu'il est arrivé en NBA, il jouait assez peu de post-up. Je trouve que voilà, il y a ce côté où assez bêtement, parce que je pense qu'il aurait plus intérêt de jouer près du cercle, mais si jamais on venait à supprimer les 3 points de Victor, il y aurait cette espèce d'aveu d'échec ou ce sentiment d'aveu d'échec de dire c'est pas le endgame parce qu'en fait il joue que à l'intérieur et il n'y a pas de tir à 3 points, un peu, alors qu'en fait il serait plus efficace. Enfin, c'est vraiment une histoire de perception pour moi que bien plus d'efficacité, de dire s'il y a le 3 points, en fait c'est pas l'alien qu'on nous vend, c'est juste un joueur extrêmement grand qui détruit tout près du cercle et du coup qui l'aura un peu moins exceptionnel que
je sais pas, des grands intérieurs qu'il y a pu avoir par le passé. Même si je trouve personnellement qu'il doit jouer plus proche du cercle. Comme tu l'as dit, Ben, il est surresponsabilisé. Je trouve que son début de saison, il fait ce qu'il peut, on va dire. Il y a des moments où c'est quand même. On a parlé du fait que Kate perdait énormément de ballons. Lui aussi, il perd des cargaisons de ballons, Victor, à chaque match, et ce qui n'est pas aidé par cette problématique de guard-play. Mais il y a beaucoup de séquences où sur son dribble, potentiellement, il peut se faire piquer des ballons. Il y a des séquences où il va un peu driver assez difficilement. Donc, je pense que c'est pas à lui qu'on doit tirer, enfin qu'on doit acheter la première pierre. Je trouve que il fait ce qu'il peut. Après, voilà, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec Chet Holmgren. Je pense qu'un joueur comme Chet Holmgren ne ferait pas ce qu'est capable de faire Victor actuellement, et c'est vraiment une histoire de contexte. Mais il y a cette problématique du 3 points qui, pour moi, fait que, en fait, pourquoi je conclurai là-dessus, on n'a jamais vu Victor être létal à 3 points. C'est-à-dire que au Mets, c'était pas le cas, au Spurs, c'était pas le cas. Là où j'ai un doute, c'est sur les catégories inférieures quand il était plus jeune. J'ai pas assez de mémoire, j'ai pas assez vu pour savoir s'il était efficace. Et pour moi, il n'a pas prouvé. En fait, c'est pas un joueur qui a prouvé suffisamment sur son tir pour lui permettre d'en tenter 4 ou 5 par match. Et c'est ça qui m'inquiète un peu plus. Ce qui est embêtant, c'est que du coup, ça en fait un joueur inefficace en termes de stats, et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais globalement, les gars, est-ce qu'il n'y a pas aussi une déception? Moi, j'avoue que bon, après avoir vu l'année dernière, on l'avait assez dit dans l'épisode auquel tu as fait référence, Constant, l'attaque, on savait que ça allait être difficile. Moi, j'ai un petit poil de déception par rapport à leur défense, en fait. J'avais dans l'espoir que leur défense, je leur demandais pas d'avoir une top 5 défense NBA, mais entre la capacité d'aide de Victor Wembanyama, Zach Collins qui s'est révélé, alors oui, je dois faire un mea culpa général par rapport à Zach Collins que j'avais détruit il y a 3 ans, et je me trompe. Quand j'avais lu qu'en gros il pensait arrêter sa carrière, ou en tout cas qu'il y avait eu, les médecins lui avaient dit que ça allait être compliqué de continuer, je pensais jamais qu'on allait voir un joueur titulaire en poste de pivot. Le mea culpa est terminé, mais je pensais qu'ils avaient avec ça, avec Eldon Johnson, qu'ils avaient une équipe qui aurait pu, Devin Vassell aussi, qui je pense sort un poil la tête de l'eau peut-être, et encore. Je pensais qu'ils avaient quelque chose défensivement, et c'est là où je suis un peu inquiet, c'est qu'ils ont moins que je l'espérais défensivement. Par exemple, ce 5-là, donc le Kendall Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sohan, Victor Wembanyama, Zach Collins, il est, je crois, dans le 61e centile défensivement. C'est pas assez, je trouve. Après, c'était la question lorsqu'on avait fait les previews. C'était la question, c'était est-ce que l'arrivée de Victor, ça allait faire rehausser leur niveau défensivement? Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Mais je trouve que c'est une équipe en fait qui souffre d'un truc que peuvent avoir les équipes de jeunes, c'est le manque d'investissement sur les replis défensifs sur transition. C'est une catastrophe. C'est une des équipes qui prend le plus de points par possession sur repli défensif, et c'est l'une des équipes qui encaisse le plus de points par possession sur les isolations. Donc, si dans 2 des 3 catégories les plus importantes que sont les ISO, la transition, t'es l'une des mauvaises défenses, tu vas être une mauvaise défense globalement. Donc ouais, il y a ce côté-là. Je trouve que c'est une équipe qui abandonne vite. Par exemple, alors là, on n'est pas du tout sur du statistique, voilà, ça va ravir certains. Là, on est plus sur du ressenti. Je trouve que c'est une équipe qui s'entête facilement, enfin qui baisse la tête assez facilement et qui prend très vite des tollés. Donc voilà, je trouve que il y a beaucoup d'incertitudes du côté de ces Spurs. Effectivement, il y a le cas d'Evin Vassell que je trouve moi toujours intéressant et qui lui, pour le coup, on peut dire qu'il n'est pas forcément très bien utilisé. Il y a le cas Kendon Johnson où je suis bien redescendu. Je trouve que Kendon Johnson, il y a beaucoup de problèmes qui sont apparus l'an dernier déjà au moment où Devin Vassell s'est blessé, et je trouve qu'il s'adapte pas forcément à l'arrivée d'un joueur comme Victor. Je trouve qu'il y a beaucoup de situations où Kendon Johnson veut parfois un peu tirer la couverture, alors que tu as un joueur comme Devin Vassell et comme Victor Wembanyama qui, selon moi, devraient être les 2 menaces offensives désignées clairement et nettement, ce qui n'est pas forcément le cas avec Kendon Johnson. Donc oui, il y a pas mal d'incertitudes, et je trouve que ce n'est pas aidé par malgré tout le respect que je lui dois, ce n'est pas aidé par ce que fait Greg Popovich, que ce soit dans ses rotations ou dans certaines prises de position qu'il peut avoir en conférence de presse, où lui se dit satisfait de ce qu'il a vu. Alors c'est peut-être du blabla médiatique pour éviter justement d'ajouter encore plus de pression sur ce groupe, mais
la gestion du cas Sohan, moi par exemple, c'est vraiment l'exemple qui me frappe de me dire, mais quel coach pourrait faire ce genre de truc sans qu'on lui tombe dessus à chaque match s'il s'appelait pas Greg Popovich, quoi. Alors, déjà qu'on lui tombe dessus, et je me dis, ça fait 16 matchs, c'est vraiment mauvais. Il y a peut-être un moment où il faut arrêter, quoi. Il faut pas s'entêter sur ça. C'est pas comme si t'avais pas le joueur. En plus, on le sait que Trey Jones peut jouer. Et moi, justement, tu disais de mettre en valeur le pic. Je trouve que ça, justement, ça fait l'effet inverse. Je suis vraiment mal à l'aise, en fait, quand je vois la situation de Jérémy Soran. Donc, je serais vraiment pour le remettre sur le banc et pour son bien. Parce que même si tu prends pas la lumière immédiate, t'auras un rôle beaucoup plus adapté et ça fonctionnera mieux. Maintenant, sur les autres joueurs, Keldon Johnson, je trouve qu'il y a un point positif. Alors, les stats le montrent pas, mais c'est une présence quand même rassurante quand tu lui fais la passe à l'extérieur, il est capable de mettre ses shoots. Donc c'est important d'avoir ce genre de joueur et Devin Vassell, comme tu as dit, est très mal utilisé, je trouve. Mais en fait, l'effectif, on n'est pas tant que ça surpris parce que à part Victor, il a pas bougé depuis l'année dernière et on savait ce que ça allait donner. Les gens qui disaient que ça allait aller en playoff, bon, c'est facile de parler maintenant, mais c'était utopique. C'est pas Victor aussi incroyable qu'il pourrait être. Tu ne peux pas, avec l'arrivée d'un seul joueur, transformer la pire équipe de la ligue à ce point-là. Et puis pour un peu continuer à axer sur Sohan et les jeunes joueurs, moi ce qui me choque c'est l'incapacité de cette équipe et du coup c'est de l'utilisation. Ça rejoint un peu beaucoup de points, l'utilisation de Victor, l'utilisation de Devin Vassell. Ils n'arrivent pas à s'octroyer des points dans des zones rémunératrices. Ils sont 29e de la NBA dans les tentatives dans le corner. Et 30e, c'est Denver. Donc, je ne veux pas être dans une stat où Denver est 30, parce que Denver est une exception à beaucoup de règles. Donc, je veux pas être, en gros, vous êtes 30e, les gars. Ils sont 30e dans cette stat, et ils sont pas très bons au cercle. En fait, il y a une dimension. Voilà. J'avais du mal à le mettre en mots, voilà. Il y a une dimension physique du côté des Spurs que je retrouve pas sur le terrain, en fait. Et ça rejoint peut-être ce que tu dis, Constant, sur le fait qu'ils sont un petit peu mal gérés, peut-être qu'ils abandonnent vite, c'est-à-dire que physiquement, ils ont beaucoup de joueurs, mais ils sont en termes de fréquence au cercle, ils sont 26e. Et Victor n'a pas été très adroit au cercle, etc. Ça devrait être une équipe qui devrait être capable d'aller très souvent au cercle, mais c'est là où je rejoins le point Jérémy Sohan. Aller au cercle, c'est aussi parfois faire des différences sur du 1 contre 1, mais c'est aussi avoir un meneur qui est capable de trouver des cuts, qui est capable de jouer sur du pick and roll, qui est capable de faire l'extra pass. Et ils n'ont pas ça. Donc, ils ont une incapacité à se créer des shoots faciles. Et justement, je vais rejoindre ton point en disant, parce que je sais que potentiellement, s'il y a des fans des Spurs qui nous écoutent, ils peuvent nous la ressortir en disant oui, il n'y a pas de créateur, mais ils sont premiers en pourcentage de passes décisives de toute la NBA. Parce qu'il n'y a pas un joueur qui est capable de sanctionner sur des tirs en spot-up, il n'y a pas un joueur qui est capable d'amener de la création individuelle. Donc effectivement, les paniers qui sont marqués, ils proviennent d'une passe décisive. Mais si tu avais des joueurs, ce n'est pas parce que, alors ça va paraître assez antinomique de dire ça, mais pour moi c'est le cas, ce n'est pas parce que tu es premier en pourcentage de passes décisives que tu es une attaque collective qui tourne bien. C'est juste que tu as un manque cruel de création individuelle, hormis Victor Wembanyama et hormis Devin Vassell, avec qui on lui donne pas grand-chose finalement de création individuelle. Et en fait, oui, tout ce que tu es capable de faire provient d'une action où ça va être sur un cut ou ça va être sur un mouvement de balle. Mais les Spurs perdent beaucoup de ballons en plus de ça. Donc je trouve que oui, c'est une équipe qui fait beaucoup de passes décisives, mais aussi parce qu'il y a un cruel manque de finition et de création individuelle dans ce domaine-là. Il y a aussi un problème mental. C'est une équipe. Enfin, c'est une impression visuelle, mais j'ai l'impression qu'ils assurent assez bien les premières mi-temps et ils arrivent toujours à s'écrouler ensuite. Et des fois, ils ont des avances et ils arrivent à tout lâcher. Donc c'est peut-être le fait que l'équipe est jeune, mais des fois, même quand ça trouve des solutions, ça dure pas l'ensemble d'un match. Je veux pas avoir une explication simpliste, mais pour moi, ça vient de l'incapacité à avoir un rendement offensif qui est stable et viable sur un match, en fait. Vraiment, on tourne peut-être en rond, mais le fait de ne pas avoir des porteurs de balles et même des connecteurs, ça les tue parce qu'en fait, vraiment, le rendement offensif des Spurs, parfois sur ce début de saison, c'est la réussite de Victor Wembanyama, c'est la réussite de quelques joueurs au tir, et si cette réussite-là n'est pas là, offensivement, c'est assez pauvre. C'est là où je vais peut-être paraître un peu cynique, mais je me dis à quel point leur calcul n'est pas, d'un point de vue très cynique, pas le bon, parce que oui,
actuellement, je crois pas que leur effectif, il leur manque une ou deux pièces. En fait, ils sont pas au stade de la reconstruction, ils ont toutes les pièces. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est toujours la création de mauvaises habitudes chez les jeunes joueurs, à trop les mettre dans des conditions qui ne seront pas celles qui seront, en gros, à créer un environnement qui sera pas reproductible, reproductible quand ils seront bons. Il est très tard. Qui sera pas reproduit quand ils seront bons. Mais clairement, on est devant une des équipes et ça sera peut-être la conclusion. Je vous laisserai à chacun le mot de la fin. On est devant une équipe qui était à 20 et quelques victoires la saison dernière. Et qui a peut-être ajouté un alien, mais qui était vraiment à 20 victoires la saison dernière. Après, tu peux avoir le raisonnement en disant qu'il leur manque peut-être une ou deux pièces, mais qu'ils ont la pièce. Et c'est peut-être positif en disant que oui, bon, il y a plein de choses qui vont pas, mais il y a peut-être la pièce. Et dans une reconstruction, justement, puisqu'on a fait Détroit, peut-être là où les deux chemins se séparent un peu, c'est que les Spurs semblent avoir la pièce, là où du côté de Détroit, tu es peut-être en train de tâtonner finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas si négatif, mais maintenant on se retrouve à la draft. En fait, j'en attends rien de l'effectif au global cette année. Et puis j'aimerais juste finir par dire, est-ce que Popovic, on va pas commencer à s'inquiéter pour ce poste à un moment, parce que pour le coup, l'année dernière, je trouve qu'il y avait un problème d'effectif. Pour le coup, cette année, il y a des erreurs qui sont pas forcément des erreurs, mais on a des gros questionnements. Si à la fin ça ne porte pas ses fruits, bah je sais pas, ce serait bizarre quand même. Il peut même prendre le micro pour dire aux fans d'arrêter d'engueuler Kawhi Leonard, que personne lui dit rien. Il a tous les passe droits, c'est-à-dire que Greg Popovich, il a le totem d'immunité. Voilà, Greg Popovich, c'est même pas, c'est-à-dire que pour les fans de LFL, Bill Belichick, on peut s'inquiéter effectivement de est-ce que potentiellement il peut être envoyé par Robert Kraft. Là, non, il a tous les droits, c'est-à-dire que Greg Popovich ne quittera le coaching des Spurs que lorsque lui aura décidé d'arrêter. Je ne crois pas. Alors, vous pourrez peut-être ressortir l'extrait si jamais on venait à avoir tort. Et le fait d'être aussi sûr, c'est jamais bon. Mais je ne crois pas une seule seconde que Brian White ou le proprio vire Greg Popovich, surtout 3 mois après lui avoir offert une extension de contrat. 3 mois après lui avoir offert une extension de contrat, quelques mois après la sélection de Victor Wembanyama. Non, il a mais globalement, c'est un statut dont profite Popovich depuis plusieurs années, ce qui l'amène à avoir un comportement détestable avec certains journalistes, à avoir des passe droits comme tu as entendu, constant, qui moi m'ont toujours un peu gêné, mais qui a un immense coach, une légende du basket, on dit pas le contraire. Mais moi, je dois avouer, t'as dit Gabin, j'attends la draft. Moi, je me demande vraiment si ma petite curiosité, c'est est-ce qu'il va faire, il va pas faire starter Trey Jones de l'année. C'est-à-dire, c'est vraiment ma petite curiosité. C'est est-ce que l'expérience va être tentée pendant 82 matchs? C'est ma petite curiosité malsaine. Mais il me semble que les matchs où Vassell est absent, il fait starter Champagny. Hein. Ouais. Si c'est pas du Tank Commander, ça d'élite, ça, Justin Champagny, qui était aux Raptors en plus. Hein. On l'a pas gardé, enfin. Il jouait pas chez nous. Ce qui rend le tout un peu triste quand même, c'est qu'on a un talent comme Victor et qu'il est pas. Je pense que là où la déception est peut-être décuplée de notre côté, c'est qu'on a un talent qui est pas mis dans des dispositions telles qu'il peut offrir. Même si c'est pas maintenant, c'est pas maintenant qu'il doit offrir la pleine puissance et montrer tout son talent. Actuellement, on a l'impression que il a pas par exemple, tout bêtement, il a pas un partenaire de pick and roll en fait qui peut le mettre en confiance. Il manque beaucoup de choses, donc c'est ça qui est peut-être un peu triste, surtout que bêtement, c'est un joueur, on voit tous ses matchs à la télé, Beansport diffuse tous ses matchs, et le fait de ne pas avoir un produit attrayant, c'est peut-être ce qui est un petit peu décevant. Pas faute de l'avoir dit. C'est pas faute de l'avoir dit. Et puis même, on dit beaucoup de bêtises, mais ça, c'est vrai qu'on l'avait dit. C'est pas faute et on nous l'avait reproché en plus parfois. C'est pas faute de l'avoir dit. Ouais. Encore une fois, moi personnellement, je suis pas déçu parce que on sait que wink wink, c'est Victor Wembanyama désirait les Spurs. Et il fallait peut-être regarder plus les Spurs l'an dernier. Je sais pas, pour désirer les Spurs à ce point-là. Je trouve que en fait,
Victor qui dit oui, c'est vrai que c'est dur de perdre, je suis pas habitué à ça. Tu t'attendais à quoi en voulant rejoindre les Spurs, quoi? Donc, je sais que voilà, il y a un compétiteur, il se dit j'aurais pu changer cette équipe, mais encore une fois, les Spurs, c'était le chemin le plus facile pour que Victor Wembanyama devienne une star, mais c'était le chemin peut-être le plus long parmi toutes les équipes qui étaient en lice pour le récupérer, pour aller vers des résultats collectifs bons, voire très bons. Si on exclut, on va fermer la boucle comme ça, si on exclut les fantasmes Indiana qui ont existé à un moment et OKC, je reste persuadé et je vais fermer la boucle. C'était parfait Détroit, en fait, pour Victor. Alors oui, il y a plein de limitations, mais Détroit, en fait, ça répond aux deux problématiques. Ou en fait, faudrait ramener un des deux joueurs dans notre franchise, parce qu'en fait, Cade... les Spurs sans Victor, juste avec Ozar. Wow. Ouais. Ah ouais, terrible. D'un côté, Cade permettrait d'avoir un porteur de balle et il serait pas mis en position d'être surresponsabilisé avec Victor. Et de l'autre, Victor offrirait la première option, etc. Et Jalen Duren, ça aurait pu marcher, je pense, même si ça l'aurait amené à s'écarter un peu du cercle. Mais je reste persuadé, comme je l'avais dit dans cet épisode-là, que parmi les équipes du fond de classement, Détroit, pour moi, c'était la moins pire. Franchement, vu le début de saison, alors pourtant, voilà, la franchise, c'est la seule qui gère encore moins bien l'UMA qu'OKC ces dernières semaines, mais les Hornets, avec le début de saison qui est en train de produire la Melo Ball, c'est un scénario encore meilleur, je trouve, que Détroit. Hein. Oui, c'est vrai. J'avais oublié que les Hornets étaient là, mais les Hornets, je t'avoue que je fais partie de j'ai du mal à les regarder, les Hornets. Mais c'est tout à fait. Moi, je suis bien d'accord. Mais après, on connaît la chance, entre guillemets, des Hornets. Avec, dans l'écosystème des Hornets, il serait déjà blessé, Victor, je pense. Oui, c'est vrai. Mais ouais, quand on voit le début de saison de la Melo Ball, encore une fois, c'était une problématique juste pour conclure rapidement, c'est pour ça que dans la conversation de Kebdo, j'avais dit que Victor n'était pas un meilleur profil au moment où il arrivait que Luka Doncic, par exemple, parce que ça peut pas être l'alpha et l'oméga de ton attaque comme l'a pu être Luka. Et l'absence de guard play le démontre assez facilement. Ouais, mais je suis pas inquiet pour ça, car Non. Ce que je vois, je suis vraiment satisfait. Et le jour où il y aura du vrai niveau à ses côtés, mais il va. Non, mais il y a des séquences de domination pure, hein. Je dis pas, voilà. Mais oui. Mais t'as beau faire 2m21, je trouve que. Il a besoin d'un mec à côté. Voilà, ça peut être le meilleur joueur du monde, là où un joueur comme Luka Doncic pouvait être l'alpha et l'oméga de ton attaque de par ce qu'il apportait. C'est tout. Voilà. Mais bien évidemment, c'est nécessaire de le dire parce que ça va être mal interprété ce qu'on a fait depuis 20 minutes. Il y a des séquences qui n'existent pas. Il y a des séquences de domination en défensive ou offensive qui sont ahurissantes. Il y a le seul, je l'ai déjà dit, mais le seul regret, c'est qu'en fait, l'écosystème ne lui permet pas à l'heure actuelle de répéter ces séquences-là de manière prolongée parce qu'il est tributaire de la création, etc. et un peu du reste. Eh bien, messieurs, il est très très tard et ce n'est pas que parler des Spurs et des Pistons me dégoûte, mais on va devoir mettre fin à ce podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Allez, petite page promo. Gabin, tu es à la tête d'un autre podcast. Dis-nous. Bien sûr, j'ai lancé avec Toronto Raptors France, donc la page Twitter, un podcast spécialement dédié aux Toronto Raptors qui s'appelle. Ne quittez pas le podcast, restez. Il va vous dire. Si vous aimez les équipes moyennes, les équipes de plancher, n'hésitez pas. Si vous êtes fan de Scottie Barnes sur demi-terrain, c'est le seul point. Voilà, si vous êtes fan de Scottie Barnes, le podcast s'appelle We the Raptors France, disponible sur Spotify, Apple Podcast, YouTube et Castbox. Donc, allez nous retrouver là-bas si vous voulez un focus sur spécialement à la meilleure équipe du Canada. Sur peut-être le meilleur joueur de la draft 2021. Hein. Potentiellement. Pour moi, c'est sûr, mais je vais pas. C'est pas sûr. On va pas enfoncer le couteau, mais pour moi, c'est le cas. Sûr. Et Gabin qui s'est essayé à la présentation, du coup, dis-moi cet exercice. C'est compliqué. Franchement, c'est très très compliqué. C'est un autre exercice où on doit, en plus de réfléchir à ce qu'on va dire, réfléchir à ce que les autres doivent dire. Et c'est une gymnastique intellectuelle très compliquée. Donc j'ai énormément de respect à présent pour Ben, Adrien et Amine qui s'essayent de temps en temps parce que c'est pas compliqué. Et ici, on n'arrête pas de
leur rendre la tâche compliquée en plus en parlant tout le temps. Donc, L'avantage, c'est que quand Tom fait la présentation, il fait les deux en même temps. Pour avoir fait l'épisode FAQ avec Tom, c'est qu'il fait le présentateur et le chroniqueur en même temps. Ça encore une fois, ça montre que Tom, c'est l'un des GOAT du podcast FR, c'est qu'il est multitâche. Il peut tout faire en même temps. Je pense que ça montre tout l'étendue du talent de Tom. Constant, pour l'instant promo, on attend que des choses on attend l'évolution du côté de OKC, c'est ça. Là, ok, d'accord. Là, c'est-à-dire qu'au moment où on enregistre, il est sur le parquet. Donc, on va attendre l'enquête de la ligue et en attendant, on va rester loin de cette franchise. Et on est en pleine période de questionnement sur son supporterisme du franchise parce que chacun sa manière de supporter une équipe, mais mon affection infinie pour le Thunder n'est pas suffisamment infinie lorsque elle se retrouve confrontée à certains choix moraux, on va dire. Moraux d'ailleurs. Eh bien, on va conclure. Oh, il est très tard, Constant. On te la laisse passer, celle-ci. En tout cas, du coup, pour le Dunk Hebdo NBA podcast, c'est comme d'habitude les plateformes Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. N'hésitez pas sur Spotify à mettre des petits commentaires, on les lit, à bien évidemment noter le podcast sur Apple Podcast et aussi nous mettre des commentaires sur YouTube. J'essaie de les lire, mais parfois on est un petit peu occupé ces derniers temps, donc on n'arrive pas à répondre à tout. On vous remercie de nous avoir écoutés. Alors ça s'est peut-être entendu, on a enregistré très tard ce soir sur un sujet un petit peu sur deux équipes pas très intéressantes à voir joué, donc peut-être qu'on était un peu moins sérieux, un peu moins tableau Excel que d'habitude. En tout cas, on vous remercie et on va marquer une pause d'une semaine parce qu'elle est bien nécessaire et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut les gars, merci Constant, merci Gabin et bonne semaine.